Salut Jean-Michel. Ça va? Voilà. Hello. Bon. Allez, on y va. Bah, on y va. Voilà. Merci. Voilà. Donc s'il y a un autre programme, Oh, il arrive là. donc rassurez-vous. Bonjour madame. Il y a 41 000 habitants sur cette ville, mais on a l'impression que tout le monde ne peut pas s'exprimer. Et tout le monde est inscrit, mais à condition qu'on ne mette pas sur du mobilier urbain. Vous avez accès à tous les panneaux David. Bonjour madame. Bonjour madame. Et moi très heureuse d'être à Rony. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, je vous ai fait une promesse hier. Hier, moi je sais. Bon, je tiens mes promesses. Ah, bien. Ça va bien? Les fraises, hein, franchement très bonnes ces fraises. Les fraises françaises? Non, j'ai les françaises derrière. Les garriguettes, on va Oui, voir. là, les garriguettes. Voilà. Les garriguettes, on peut. Bonjour. Donc ça se referme pas. Vous avez ma mamie De la mobilisation pour les présidentielles, pardon. Bonjour madame. Valérie Pécresse. Bonjour madame. Ça va bien? La baguette est quoi? Bonjour. On est en train d'envahir la maison. Ça va bien? En pleine mois, non? C'est très plaisir que vous soyez venu jusqu'à. Ah écoutez, c'est gentil. madame. Bonjour monsieur Capillon. Je suis venue avec monsieur Capillon, monsieur Calmejean, tout le monde. Mobilisation pour les présidentielles. Hein. C'est bien. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Bonjour. Ça va? Je suis chez mon boucher. Exact. Ouais. Exact. Vous avez bonne mémoire. Et là, Tu sais, il y a des gens qui m'appellent Valérie Mérès à cause de la crise. Ah oui, la crise, oui. Vous êtes Valérie Mérès. Salut Françoise. Ici, dans Finlande, Il y a la comtesse du Barry, deux corners. j'essaie de redynamiser avec des marchands. ouais, Là, je vais avoir Nicolas qui va ouvrir la banque. Parce que, sincèrement, les banques, c'est bien. Mais si je peux avoir un boucher, je ne plus. Ah ouais. On a du Ah bah mal. moi dans mes villages, tu vois, je passe ma vie à essayer de mettre des commerces de proximité. Et ça marche, parce que Ça les gens marche. ont envie d'authenticité. Ça en marche chez les gens, je ne plus aller dans forcément toujours la grande chambre. Moi, c'est bien. Ça va bien, madame? Oui, et puis la population vieillisse un peu, Ouais. donc ils aiment bien aller dans les centres-villes. Moi je connais par cœur pendant le chemin, l'URM c'est là-bas. Ah ouais, c'est là-bas. Bonjour. Ça va, ça sent bien les poulets? C'est bien. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour, ça va bien? C'est le paradise, je me souviens d'être allé rendre visite. Ouais, oui. Mais alors t'as du monde toi? Ah, ça fait à peu près un an que j'ai Ouais, c'est vrai. pour les cantonales 2011. Ah ben voilà, c'était ça, c'était les cantonales bien sûr. Attention, voilà le ministre du budget de la ville de Rony, là, c'est l'agent de finance. Voyez, nous l'avons équilibré, chère madame. Ah bon, le budget de Rony. Salut Katia. Ça va? Bon bien. Oh, mais il y a même des gens de pavillon sous bois, là. Et toi, ça va? Alors, monsieur Jean, Encore merci d'avoir été là ce matin et je passe la parole à Valérie Pécresse qui va vous parler bien évidemment de la campagne pour soutenir Nicolas Sarkozy. Et on voit que ça bouge. On le voit parce qu'il y en a certains qui deviennent agressifs sur le terrain. Donc ça veut dire que ça bouge vraiment. Merci, à toi Valérie. Bonjour à tous. Moi, je voudrais remercier Claude qui me donne l'occasion de revenir une nouvelle fois ici à Rony. Le féliciter parce que depuis, j'ai pas eu l'occasion pour sa superbe victoire au cantonal. Dire à Patrice, puisqu'après je file à Villemomble, dire à Patrice que bon, on ne dira rien parce que c'est pas le moment, donc on pense à lui aussi, hein, ici à Rony particulièrement. Aujourd'hui, je suis venue. Cher Claude, je suis venue pour vous parler des présidentielles. On est à 20 jours. On est à 20 jours
du premier tour, et vous voyez bien qu'on est à un tournant. Vous sentez bien qu'on est à un tournant. Parce que nos adversaires, ils ont fait toute leur campagne sur l'anti-sarkozysme. Le seul carburant de leur campagne, c'est l'anti-sarkozysme. Eh bien, ils sont en train de manquer de carburant. Ils sont en train de manquer de carburant, pourquoi? Parce qu'il y a eu Toulouse. Et que, à partir de Toulouse, les Français, ils se sont quand même posé la question de la crédibilité. La question de la crédibilité, parce que dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde quand même extraordinairement dangereux, extraordinairement perturbé, en crise, il faut quelqu'un qui puisse tenir la barre. C'est pas un capitaine de pédalo qui peut tenir la barre. Alors moi, face à cette question de la crédibilité, la question c'est qui a un bilan, qui a une vision et surtout qui a du caractère, qui a l'étoffe. Et Madame Chirac l'a très bien dit, c'est une question de gabarit, Voilà. Alors, moi je vais vous donner juste quelques petites raisons de voter Nicolas Sarkozy. D'abord, la sécurité. La sécurité. À qui est-ce qu'on fait confiance aujourd'hui? Au président qui pendant 9 ans a fait baisser la délinquance dans notre pays, au président qui en moins de 10 jours a mis hors d'état de nuire un terroriste qui menaçait de mettre la République à genoux, ou bien à François Hollande qui veut supprimer les peines planchées pour les multirécidivistes, peines planchées qui ont enfin sorti tous les petits caïds de nos rues, qui veut supprimer la peine de rétention pour les criminels sexuels psychopathes qu'on relâche après 10 ou 15 ans de prison et qu'on remet en liberté alors même qu'ils sont encore très dangereux et que tous les psychiatres nous disent qu'ils sont encore très dangereux. François Hollande qui ne veut pas voter les mesures supplémentaires que Nicolas Sarkozy a proposées pour essayer de repérer les terroristes quand ils vont sur Internet, sur les sites de prosélytisme djihadiste. Parce que maintenant, on a une façon de les choper, c'est grâce à ces sites. Les sites sont à l'étranger. Mais on a une cyberpolice qui va regarder et qui repère les adresses des ordinateurs. Et avec le nouveau délit qu'on veut créer, c'est un délit, moi je connais bien le délit parce que c'est moi qui l'avais fait créer pour les pédophiles. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prévenir? Eh bien, on regarde des gens qui vont habituellement sur des sites pédophiles. Il y a quand même une présomption de danger, quand même. Hein. Et bien, grâce à ce délit, on les arrête. Et on les prend et on les chope avant qu'ils soient passés à l'acte. Et c'est pareil pour les terroristes. Les terroristes, des gens qui vont habituellement sur des sites ignobles où on décapite les types et on leur explique à fabriquer des bombes, il y a quand même une présomption de danger. Donc, c'est un délit important. François Hollande ne veut pas voter ça. Est-ce que vous faites confiance à François Hollande? Et puis je ne vous parle même pas de la question de la dépénalisation du cannabis, parce que les socialistes sont très ambigus sur cette question. Et moi je vous dis, l'idée de dire on va dépénaliser le cannabis, c'est pas seulement pour le cannabis, c'est qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur nos banlieues. Ça veut dire que les petits trafiquants, ils vont se mettre aux drogues dures, et qu'on va se retrouver avec de la cocaïne dans le lycée, et de l'héroïne. C'est pas possible. Donc je pense que vraiment, cette question de la sécurité, tout le monde nous dit qu'elle est sortie des radars, qu'elle n'intéresse pas les Français, elle ne les intéresse plus parce que ça marche, parce que Nicolas Sarkozy est là, parce qu'il y a de l'autorité, parce qu'il y a des policiers, parce qu'en Seine-Saint-Denis on a mis Christian Lambert. Mais qu'est-ce qui se passe si Hollande arrive? Le changement vraiment? Est-ce qu'on a envie d'avoir le changement en matière de sécurité? Ça, je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut marteler. Les gens ne se rendent plus compte quand ils ont quelque chose. Ils se rendent plus compte de ce que c'était avant et de ce que ça pourrait être après. C'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est vis-à-vis de la crise. Moi, je sais qu'en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de Français qui souffrent, qui ont souffert de la crise particulièrement. Je ne peux pas laisser dire que Nicolas Sarkozy a été le président des riches. D'abord parce que Fouquet verrait que c'était 2 heures et que dans un quinquennat, il y a 43 000 heures. 43 000. Alors je demande qu'on lui pardonne les 2 premières heures, le symbole des 2 premières heures, et qu'on juge sur les 43 000 heures. Les 43 000 heures, qu'est-ce qu'il a fait? Il a protégé les Français contre la crise, comme pratiquement aucun autre dirigeant en Europe n'a réussi à le faire. Parce que c'est toujours pareil, les Français, on se regarde le nombril. Mais comparons-nous, regardons ce qui se passe dans les autres pays. Il faut regarder ce qui se passe en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Les retraites ont baissé, les salaires des fonctionnaires ont baissé, les allocations sociales ont baissé. Nous, qu'est-ce qu'on a supprimé? On n'a rien supprimé. D'ailleurs, les socialistes sont bien incapables de nous dire
une mesure antisociale qu'on aurait prise. Ils disent cadeaux fiscaux, ils mélangent tout, les heures sup défiscalisées, c'est pour les riches les heures sup défiscalisées? C'est les riches qui font des heures sup? Ils ont besoin pour arrondir leur fin de mois? Non, c'est 9 millions de Français qui gagnent 1 500 € par mois. C'est ça, les heures sup défiscalisées, c'est pas un cadeau aux riches. Ils disent n'importe quoi. C'est la même chose pour le prêt à taux zéro qui permet aux jeunes, aux jeunes ménages d'accéder à la propriété. On est riche quand on n'est pas propriétaire. C'était pour les classes moyennes, c'était pas des cadeaux aux riches. Et en revanche, il y a quelque chose, alors on n'a pas très bien communiqué là-dessus, mais on nous a dit bouclier fiscal, bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, c'était 600 millions d'euros. Mais à côté, et on l'a supprimé, mais à côté, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le bouclier social, le revenu de solidarité active, qui permet, quand on retrouve un travail, de ne pas perdre tout de suite ses allocations de RMI. Bon, et c'est une bonne réforme, c'est une réforme qui incite à reprendre un travail et à ne pas rester dans l'assistance, parce qu'il faut que le travail paye toujours plus que l'assistance. Revenu de solidarité active. Et alors le président dit maintenant, pour ceux qui ne jouent pas le jeu, on mettra 7 heures de travail d'intérêt général obligatoire. Hein. Bon. Mais le revenu de solidarité active, ça a sauvé 150 000 familles de la pauvreté, c'est le bouclier social. On a augmenté l'allocation adulte handicapé de 25%. On a mis 50% d'enfants handicapés de plus dans les écoles. On a augmenté le minimum vieillesse de 25%. On a donné le 10e mois de bourse aux étudiants. Donc on a fait des choses pour les plus fragiles. Simplement, le président, il dit, il ne faut pas non plus être dupe, on est généreux, mais on est ferme. Des droits, des devoirs. On donne des allocations, mais on vérifie. Maintenant, la carte vitale, elle est avec l'identité, bientôt elle sera biométrique, pour éviter les fraudes. Maintenant, quand on se déclarera parent isolé, on n'ira pas seulement vérifier qu'il n'y a pas une deuxième brosse à dents dans votre verre, dans votre salle de bain, on ira aussi vérifier qu'il n'y a pas des flux financiers qui arrivent sur votre compte et qu'il faut qu'en fait, vous n'êtes pas isolé du tout. Voilà. Donc on arrête avec les fraudes sociales, parce qu'on peut être généreux, mais on doit aussi rendre des comptes. Donc c'est ça, Nicolas Sarkozy, c'est une France généreuse. Et c'est vraiment, il a protégé les plus fragiles. Mais en même temps, c'est une France où on respecte les règles. Parce que quand on a beaucoup de dettes, quand on a des problèmes financiers, ce qui est le cas de notre pays, quand on a la crise, eh bien les Français, ils acceptent de payer. Mais ils n'acceptent de pas payer pour des fraudeurs. Donc voilà, c'est ça Nicolas Sarkozy. Et puis le troisième argument, c'est pour préparer l'avenir. Nicolas Sarkozy prépare l'avenir. On a fait la réforme de l'université, vous savez. Alors moi, cette réforme, ça me fait sourire. Hein. C'est quand j'entends François Hollande dire « elle est vachement bien, on ne reviendra pas dessus, on va même l'améliorer », alors qu'ils ont voté contre. Et surtout, ils ont soutenu le mouvement étudiant qui séquestrait les présidents d'université, bousillait les bâtiments universitaires, empêchait les étudiants de passer leurs examens. On a eu 9 mois de mouvement. Moi, j'ai fait 170 évacuations de fac. 170. Et normalement, en réalité, je ne devrais plus faire de politique. C'est ça, parce que normalement, tous les autres présidents de la République, tous les autres premiers ministres, Jospin, il a reculé avec Allègre, le président Chirac, il avait reculé aussi. Je veux dire, tous les autres présidents, quand il y a 6 mois de mouvement dans les facs, ils disent « Ok, hein, Valérie, va faire autre chose. Va faire autre chose dans la vie. On arrête tout, on recommence tout, on met quelqu'un, puis on lui dit surtout tu fais plus rien, tu éteins l'incendie, tu calmes tout. Voilà, on arrête. » Et bien le président, il n'a pas reculé, il a tenu bon. Et aujourd'hui, qui s'en souvient? 9 mois de mouvement. Aujourd'hui, qui s'en souvient? Et tout le monde dit « Ah, c'est une merveilleuse réforme, et les socialistes, ils veulent se l'approprier. » Non mais attendez, oh là là, on se calme tout de suite, et on leur dit, le seul qui n'a pas reculé face à la rue s'appelle Nicolas Sarkozy. Et dans la situation que nous avons vue, c'est pareil pour le service minimum de transport, c'est pareil pour la réforme des retraites. Je veux dire, quand il y a des corporatismes, il faut quelqu'un qui décide, c'est ça le gabarit, c'est ça la carrure. Et vous savez bien qu'on va avoir des tas de choses difficiles à vivre dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Donc, il prépare l'avenir. Il prépare l'avenir. On a triplé le crédit impôt recherche pour que nos entreprises soient plus fortes. Parce que le monde de demain, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les États-Unis, c'est la concurrence de partout. Alors la concurrence de partout, et puis la concurrence aussi des pays à bas coût, du Maghreb, d'Europe de l'Est, d'Asie, et maintenant même d'Amérique latine. Donc on est dans une zone de concurrence. Alors la question c'est, qui va donner du travail à nos enfants? Eh bien celui qui va donner du travail à nos enfants, c'est celui qui mise sur la recherche. C'est celui qui mise sur les réformes. La TVA compétitivité, les socialistes sont complètement anti-délocalisation, comme on l'appelle. Cette TVA, les socialistes l'ont complètement
caricaturé. Ils ont dit, vous augmentez la TVA. Mais non, on n'augmente pas la TVA. On baisse d'abord le coût du travail en France. On baisse les charges pour les entreprises, pour qu'elles recrutent plus, pour que leurs produits coûtent moins cher, pour qu'elles exportent plus. Et on fait payer en partie aux produits importés, aux produits de Chine, aux produits du Maghreb, aux produits de l'Europe de l'Est. On leur fait payer, parce que il n'y a pas la même protection sociale là-bas, on leur fait payer une partie de notre politique familiale. Et oui, c'est ça la TVA anti-délocalisation. C'est qu'on met sur la TVA des charges de protection sociale pour les Français. Et donc, la TVA, elle est payée par les produits français, mais elle est payée aussi par les produits importés. Donc on fait payer en partie par les pays importateurs notre protection sociale. Et ça, c'est juste. Et c'est une réforme qui va empêcher les délocalisations, ou en tout cas, qui les rend beaucoup moins avantageuses financièrement. C'est une très bonne réforme pour qu'on produise en France. Produire en France, ça va être le sujet. Produire en France. Le deuxième sujet, c'est la réciprocité des règles du jeu avec les autres pays. Quand le président il dit c'est bien les pays émergents qui importent chez nous parce qu'on les aime et qu'on leur donne, on leur ouvre tous les marchés, mais quand on va en Chine et quand on va au Brésil, quand on va aux États-Unis, les entreprises n'ont pas le droit parce qu'il faut qu'ils achètent chinois, qu'ils achètent américains ou qu'ils achètent brésiliens, ils sont obligés de mettre une usine là-bas, d'employer les gens là-bas pour avoir les marchés publics, ça c'est pas possible. Donc il faut aussi un président extraordinairement leader au niveau européen, parce que c'est grâce à l'Europe. On sera 300 millions. Grâce à l'Europe, on imposera des règles du jeu en notre faveur. C'est pour ça que Marine Le Pen, quand elle parle, elle dit, je veux une France forte repliée derrière ses frontières. Mais la France, elle ne peut pas être forte repliée derrière ses frontières. Parce qu'on n'est que 65 millions dans un monde où il y aura bientôt 9 milliards d'habitants. On ne peut pas être fort. On peut être fort si on est avec toute l'Europe. Et si on est avec toute l'Europe, au lieu d'être naïf, on impose les nouvelles règles du jeu mondial. Et ça, pour ça, il faut des leaders. Alors, Madame Merkel est une leader, Nicolas Sarkozy est un leader. François Hollande n'est pas un leader. François Hollande, il veut remettre en cause le traité qu'on a signé en décembre, qui est le traité qui a ramené la stabilité économique en Europe. Un traité qui dit on va se désendetter, on va être solidaire et on va faire un gouvernement économique de l'Europe pour être plus fort. C'est ça le traité. Et évidemment, dans le traité, il y a la croissance. Le gouvernement économique, c'est quoi? C'est évidemment se mettre ensemble pour faire de la croissance ensemble. Et quand Hollande dit « je vais remettre en cause le traité », il prend le risque de déstabiliser l'Europe. Et tous les gouvernants européens, ils le regardent et se disent « mais c'est qui ce type ?» Mais il ne va pas venir nous détricoter. On a mis 6 mois à signer ce machin, à 27, il veut venir détricoter ce qu'on a fait. C'est ça, François Hollande. Il n'aura pas de poids politique international. Et le problème du poids politique international, c'est qu'est-ce qu'on va poser face à la Chine, face à l'Inde, face aux États-Unis? Et comment on donnera de l'emploi à nos enfants si on n'a pas la possibilité de produire en France? Et pour produire en France, il faut des règles du jeu qui nous permettent de produire en France. C'est tout. Voilà. Alors moi je le dis, il faut absolument qu'on continue les réformes. Dans le programme de Hollande, il n'y a pas le mot économie, il n'y a pas le mot réforme. En revanche, il y a le mot taxe. Ça s'appelle du manque de courage. Parce que quand on a de la dette, 1700 milliards de dettes, quand on doit faire de la croissance, eh ben, il faut des réformes et des économies. Et moi je suis désolée, vous savez peut-être pas bien regarder le programme de Hollande, mais si vous regardez le programme de Hollande, vous verrez qu'il y a 50 milliards d'impôts nouveaux. 50 milliards. Alors quand on lui dit qui va payer les 50 milliards, il dit, oh vous inquiétez pas, c'est les riches qui vont payer les 50 milliards. Alors là je vous dis, mes amis, prenez vos calculettes, vos crayons, vos petits carnets. Moi je vous démontre immédiatement que c'est une arnaque. Pourquoi? Parce que M. Hollande, il a voulu faire une grande belle mesure, symbolique. Je taxe à 75% les revenus des gens qui gagnent plus d'1 million d'euros. Parce que c'est pas moral. Vous gagnez plus d'1 million d'euros, donc il faut payer 75%. Simplement, cette mesure, c'était un coup politique, totalement improvisé. Parce que le président de la République avait dit « je suis le président du peuple », parce qu'il avait dit « je taxerai les grosses retraites de chapeau », etc. Donc il s'était présenté comme président du peuple. Alors Hollande s'est dit « mon Dieu, Sarkozy va me piquer le peuple, il faut que j'ai une mesure populaire ». Donc il a fait ce truc-là, mais c'était totalement improvisé, je vous le prouve. Moscovici, le soir même, on lui dit « ah bon, votre mesure, là, les 75%, il y a combien de Français qui vont payer ?» Alors Moscovici dit « ah, 30 000. 30 000 foyers. » Moi je me dis, 30 000 foyers qui gagnent plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros. Je dis, c'est beaucoup quand même, hein. Beaucoup de riches en France. Alors je dis,
à mes services, vous n'avez pas un peu la répartition des revenus là, des Français, voilà. Alors il me sort, je me perçois que ce n'était pas 30 000 foyers, c'est 3 000 foyers qui gagnent plus d'1 million d'euros en France. 3 000. Alors moi, évidemment, je fais un petit communiqué, je dis n'importe quoi, M. Hollande, il faut qu'il prenne des cours, tout ça, c'est pas 30 000, c'est 3 000. Du coup, panique générale au QG des socialistes. Il avait un meeting le soir. Il y avait les journalistes qui disaient « Monsieur Hollande, votre mesure, là c'est n'importe quoi, c'est pas 30 000, c'est 3 000 ». Et là, il leur répond, vous continuez de vous tuer, il leur répond « Non, mais attendez, vous n'avez rien compris, cette mesure, elle rapportera 0. C'est symbolique, c'est de la morale fiscale. » Bon, très bien. Alors moi, je suis désolée là, c'est la ministre du Fisc qui vous parle. Moi, la morale, c'est bien. Enfin, un impôt, c'est fait pour rapporter de l'argent. Parce que si on fait des impôts, c'est quand même pas agréable de faire de nouveaux impôts. On ne les fait pas pour le plaisir. On les fait pour que ça finance la sécurité sociale, ça finance le budget, etc. Bon. Je dis, c'est le rapport de 0. Puis là, toujours pareil, je prends ma calculette. Je dis quand même, c'est bizarre, ça rapporte 0. C'est quoi ça? Et je prends ma calculette et je calcule. Et alors, 3000 personnes qui gagnent plus d'1 million d'euros, en fait, elles gagnent en moyenne 2 millions d'euros. Il y a ceux qui gagnent 30 millions d'euros, puis il y a ceux qui gagnent 5 millions d'euros comme du jardin, mais en moyenne, donc ils gagnent 2 millions d'euros. Donc je reprends ma calculette, 3000 ménages, 2 millions d'euros, en moyenne 75% sur le dernier million. Et ça fait 1 milliard d'euros. Et je vous dis, c'est quand même bizarre. Monsieur Hollande dit ça rapporte 0, ça devrait rapporter 1 milliard d'euros. Et en fait, c'est l'inconscient qui a parlé. C'est l'inconscient de M. Hollande. D'abord parce qu'il n'avait pas préparé la mesure, il n'avait rien calculé, donc bon, il disait tout au pifomètre. Mais c'est l'inconscient. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en fait, cette mesure rapportera 0 parce qu'avec 75%, ils vont tous s'en aller. Ils vont tous s'exiler. Et les 3000, ils seront là en 2012, ils ne seront plus là en 2013. Sauf que, si vous me suivez toujours, si les riches sont partis, qui paye les 50 milliards d'impôts de François Hollande? Les autres, tous les autres, tous les autres, voilà. Il veut revenir sur la retraite à 60 ans. Il dit ça va coûter 5 milliards. D'abord, ça ne coûtera pas 5 milliards, ça coûtera 15 milliards. Enfin, c'est pas grave. Disons que ça coûte 5 milliards. 5 milliards, eh bien, c'est des cotisations retraite. Et les cotisations retraite, ça commence au SMIC. Ça veut dire qu'il va augmenter toutes les cotisations retraite. 5 milliards de cotisations retraite pour tous les salariés. Il dit, oh, la dépendance, ça va pas bien. Il faut mettre 4 milliards d'euros sur la dépendance. Bon, la vérité, c'est que la dépendance, ça va pas bien, mais qu'il faudrait surtout faire des réformes pour éviter que les personnes âgées soient hospitalisées. Parce que là, j'ai 3 millions de nuits d'hospitalisation par an qui pourraient être évitées, ça ferait des économies, on pourrait payer les maisons de retraite. Donc, en fait, nous, on dit qu'il faut faire des réformes pour la dépendance. Lui, il dit qu'il faut dépenser de l'argent. On va remettre un peu de sous. Mais le problème, c'est que 4 milliards d'argent de dépenses, il faut les prendre à quelqu'un d'autre. Hein. Donc, c'est dans votre poche. Donc 4 milliards d'impôts dépendance. Et comme il dit, oh, c'est pas grave parce que plus on commencera à payer jeune, moins ce sera cher. C'est merveilleux ces phrases, mais c'est merveilleux. Donc 5 milliards de cotisations de retraite sur tout le monde, 4 milliards de taxes dépendance sur tout le monde. Ensuite, il y a le quotient familial. Le quotient familial, il a dit, on va le supprimer pour tous ceux globalement qui touchaient plus de 4 000 euros. Bon. Hurlement généralisé de tout le monde. Donc il a reculé, donc il a dit je ne le fais plus. Bon, on verra. L'assurance vie, le lundi, il dit ah, l'assurance vie n'est pas assez taxée. Pas assez taxée, 7,5%, c'est pas assez, etc. On va la mettre à l'impôt sur le revenu. Ça fait beaucoup de différence. Le mardi, il se rend compte qu'il y a 17 millions de Français qui ont des assurances vie, qu'il va y avoir des millions et des millions de perdants, que tout le monde est en train Ah, le mercredi, il ne touche plus l'assurance vie. Bon. Moi, je suis désolée, il faut faire confiance à quelqu'un qui, dont le programme est totalement flou, qui dit je vais faire 50 milliards d'impôts et qui n'a toujours pas expliqué qui allait payer ces impôts. Moi, je vous dis, il faut quand même vraiment se méfier. Vraiment se méfier. La dernière, son dernier projet, sa grande réforme fiscale, c'était la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Ça a l'air technique, hein. Ça a l'air technique, fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. C'était soi-disant pour avoir un impôt juste et équitable.
plus progressif. Alors déjà, plus progressif, il faut se méfier, ça veut dire qu'on va augmenter l'impôt sur le revenu, vous voyez. Parce que la CSG, c'est comme ça, puis l'impôt sur le revenu, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va augmenter l'impôt sur le revenu, progressif. Mais c'est pas ça qui est dramatique. Moi, j'ai fait une petite étude pour savoir ce que ça aurait comme conséquence, la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Et alors, mes services m'ont dit, bah, l'intérêt de faire ça, c'est d'enlever toutes les exonérations. Toutes. Ah bon, mais alors ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que les retraités qui ont 10% de CSG, d'exonération de CSG, on leur enlève leur exonération. Ça veut dire que les mères seules qui élèvent des enfants qui ont une demi-part supplémentaire, on leur enlève la demi-part supplémentaire. Ça veut dire que les étudiants, on a défiscalisé le travail étudiant pour qu'un jeune étudiant puisse travailler sans que ce soit sur la feuille d'impôt des parents, puis sans que ça lui retire ses aides au logement, tout ça. Ah ben lui, il n'est plus défiscalisé. Il y a des millions de perdants. Et puis surtout, si on fait la fusion de la CSG qui n'est pas familialisée avec l'impôt sur le revenu, on supprime le quotient familial parce que c'est trop compliqué de calculer. Donc tout ça, on voit bien, comme l'a dit Martine Aubry, quand c'est flou, il y a un but. Et moi, la déclaration d'amour de Hollande aux Français, je vous le dis, c'est une déclaration d'impôt. Et il faut que les Français prennent leur calculette. C'est pareil pour les PME. On supprime la défiscalisation des heures sup. Elles ne pourront plus faire d'heures sup. On leur supprime les allègements de charges sur les bas salaires. Comment ça va détruire des milliers d'emplois au SMIC? Comment elles vont faire? On leur supprime la baisse du coût du travail, la TVA compétitivité, 13 milliards. On leur augmente les cotisations retraite. Moi, je vous le dis, avec François Hollande, on a un programme de récession. Il va déstabiliser l'Europe, il va taxer, il n'a aucune réforme, aucune économie. C'est irresponsable. Donc voilà. Donc le changement, ce sera ma conclusion, mais il dit le changement maintenant. Mais moi, dites vraiment aux Français qui vous écoutent, vous savez ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez un président qui, dans la crise, a fait en sorte que le pouvoir d'achat ne baisse pas, le chômage a augmenté, mais ça y est, on est en train de remonter la pente, la croissance revient, le chômage va rebaisser. Dites aux Français vraiment, ils savent ce qu'ils ont, ils savent ce qu'ils peuvent perdre, et qui regardent un peu ce qu'ils risquent d'avoir avec Hollande, et qui fassent vraiment les additions, et qui réfléchissent vraiment avant de voter. Moi, je crois vraiment que cette question de la crédibilité aujourd'hui, elle est posée. Je pense qu'il y a un vrai doute sur François Hollande, et il faut appuyer là où ça fait mal, parce que vraiment, ce serait une catastrophe pour le pays si François Hollande passait. Alors, les 3 dernières réformes qu'on veut faire, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est très important. Réforme de l'école, réforme de l'apprentissage, réforme de la formation professionnelle. Parce que l'avenir, c'est le capital humain. On ne peut plus continuer avec notre école comme elle est. Nous, on a un projet pour l'école et pas 60 000 postes de plus qui nous boufferont toutes les marges de manœuvre pour réformer. Réforme de l'école, apprentissage dans tous les diplômes pour rapprocher les jeunes du monde du travail et en finir avec les 22% de chômage des jeunes qui sont malheureusement le gros point noir de notre bilan. Et la formation professionnelle, c'est scandaleux. 32 milliards d'euros de formation professionnelle à la région de on le voit, on a les CFA vides, avec des jobs à la fin, des CFA pleins, avec pas un seul boulot à la fin. On a des chômeurs à qui on propose jamais d'aller en formation. Là, dans la faculté des métiers de Bobigny, Patrick Toumet dirait mieux que moi, il y a des dizaines de places vides et jamais la région ne propose à Pôle emploi d'y mettre des chômeurs, jamais. Parce qu'il y a des cloisons étanches, chacun a son petit truc, son machin, son pouvoir, son financement, et on s'en fiche de gaspiller l'argent. Une place vide en BTS, c'est 10 000 € par an, et c'est l'État qui finance. Une place vide en CAP, c'est 6 000 € par an, et c'est l'État qui finance. Une place vide en IUT, c'est 14 000 € par an, et c'est l'État qui finance. Donc on ne peut plus gaspiller l'argent comme ça. Les chômeurs doivent être en formation, les plus fragiles doivent être en formation. C'est la dernière réforme de Nicolas Sarkozy. Et vous voyez bien, d'un côté, il y a une vision d'un monde qui change, avec une France qui change, et avec des réformes à faire. Et puis de l'autre côté, il y a des dépenses publiques, et puis les impôts. Vraiment, vraiment, c'est un programme d'hier, et c'est un programme très dangereux. Merci Valérie. Donc si on n'a pas besoin d'arguments pour convaincre certains qui ne le seraient pas, il nous reste 3 semaines. Donc 3 semaines c'est court, mais tout va s'intensifier. Comme le disait Nicolas Sarkozy en 2007, on est à fond, mais on va accélérer encore. Bravo, merci.